Au début de 1944, l'Europe retient son souffle sans le savoir. Sur les cartes étalées dans les salles d'état-major alliés, la Manche n'est plus une frontière, mais un couloir à franchir. Pourtant, ce qui décidera du succès ou de l'échec du jour J ne se joue pas seulement sur les plages de Normandie encore silencieuses. La bataille a déjà commencé, loin des canons, dans des bureaux enfumés, des stations radio dissimulées, et dans l'esprit d'hommes qui ont appris à mentir avec une précision chirurgicale. À Londres, le renseignement allié travaille dans une tension permanente. Chaque message intercepté, chaque agent retourné, chaque rapport analysé doit converger vers un objectif unique. Convaincre l'Allemagne que l'invasion principale ne viendra pas là où elle est réellement prévue. Depuis 1943, l'opération Fortitude a pris forme comme une pièce de théâtre géante, jouée devant un public unique mais redoutable, le haut commandement allemand. Les Alliés savent que leurs ennemis écoutent. Alors ils parlent volontairement trop fort, mais toujours faux. Dans les bureaux du MI5, les dossiers du Double Cross System s'empilent. Les agents allemands capturés en Grande-Bretagne ont presque tous été retournés. Ils continuent d'émettre vers Berlin, mais leurs messages sont désormais dictés par Londres. Ces hommes vivent dans une ambiguïté dangereuse, conscients qu'une seule erreur peut les condamner. L'un d'eux, Juan Pujol Garcia, connu des Britanniques sous le nom de Garbo, est devenu une pièce maîtresse. À travers un réseau fictif de sous-agents imaginaires, il alimente l'Abwehr d'un flot continu d'informations soigneusement calibrées. Il parle de camps, de divisions, de mouvements de troupes qui n'existent pas, mais toujours avec assez de détails vrais pour paraître crédible. Garbo décrit une armée alliée massive, stationnée dans le sud-est de l'Angleterre, face au pas de Calais. Il évoque des retards logistiques, des discussions entre officiers, des dates repoussées. À Berlin, ces rapports sont pris au sérieux, trop au sérieux. L'Abwehr, affaibli par les purges et miné par les rivalités internes, a perdu une partie de son esprit critique. Hitler lui-même est obsédé par le pas de Calais, convaincu que la route la plus courte vers l'Allemagne sera nécessairement celle choisie par ses ennemis. Pendant ce temps, sur les côtes britanniques, de véritables préparatifs ont lieu, mais dans un silence presque surnaturel. Les soldats s'entraînent, les péniches de débarquement s'alignent, les parachutistes répètent leurs sauts nocturnes. Tout cela doit rester invisible aux yeux allemands. Les Alliés multiplient les mesures de dissimulation. Les convois se déplacent de nuit. Les transmissions radio sont réduites au strict minimum. Chaque détail est pesé, car le renseignement n'est pas seulement une arme offensive, c'est aussi un bouclier fragile. Dans les stations d'écoute alliées, les opérateurs interceptent les communications allemandes presque en continu. Grâce à Ultra, le nom donné aux renseignements issus du décryptage d'Enigma, les Alliés savent ce que l'ennemi pense savoir. Ils lisent les inquiétudes, les certitudes et parfois les erreurs de leurs adversaires. En ce début de 1944, un constat s'impose. La tromperie fonctionne. Les rapports allemands confirment que le pas de Calais est considéré comme la cible principale. La Normandie, elle, apparaît comme une diversion possible, mais secondaire. En Allemagne et dans les territoires occupés, cette conviction influence chaque décision. Les divisions blindées les plus puissantes restent positionnées au nord, prêtes à repousser un débarquement qui n'aura jamais lieu. Rommel, chargé de la défense du mur de l'Atlantique, s'inquiète pourtant. Il inspecte les plages, renforce les obstacles, demande davantage de moyens. Mais il se heurte à une chaîne de commandement rigide, dominée par la volonté d'Hitler. Le Führer veut conserver le contrôle des réserves stratégiques. Il refuse de les engager trop tôt, persuadé que le véritable coup viendra plus tard. Le mensonge allié ne se limite pas aux rapports humains.
De faux aérodromes sont construits, peuplés d'avions gonflables. Des chars factices, ces délaissés Sykes apparaissent sur les photographies aériennes, que la Luftwaffe parvient encore à prendre. Les Alliés créent même une armée fantôme, le First United States Army Group, prétendument commandé par le général George Patton, dont la réputation offensive est connue des Allemands. Chaque élément est pensé pour nourrir l'illusion. Patton, tenu à l'écart du véritable débarquement après l'incident de Sicile, devient involontairement l'un des acteurs principaux de cette mascarade stratégique. À Berlin, les informations s'accumulent et se renforcent mutuellement. Les services allemands croient voir une cohérence là où il n'y a qu'une mise en scène. Cette certitude devient une prison mentale. Le renseignement, qui devrait ouvrir le champ des possibles, se referme au contraire sur une seule hypothèse. Lorsque des signaux contradictoires apparaissent, ils sont minimisés ou interprétés à la lumière de la conviction dominante. La Normandie reste une option secondaire, une feinte possible, rien de plus. Le 5 juin 1944, la tension atteint son paroxysme. Des messages urgents circulent côté allié. La météo, longtemps défavorable, offre enfin une courte fenêtre. Eisenhower hésite, puis tranche. L'ordre est donné. Dans la nuit, les parachutistes s'envolent. Les premières vagues quittent les ports britanniques. Pourtant, même à cet instant critique, le mensonge continue de protéger la vérité. Garbeau envoie un message à Berlin pour avertir d'un débarquement imminent, mais précise qu'il s'agit probablement d'une diversion. Il se plaint même de n'avoir pas été pris au sérieux plus tôt, renforçant encore sa crédibilité. Lorsque l'aube se lève sur les plages normandes, l'invasion est bien réelle. Les combats sont violents, chaotiques, meurtriers. Mais dans les heures qui suivent, l'aveuglement allemand persiste. À Berlin, Hitler dort. Les généraux hésitent à le réveiller pour demander l'autorisation de déplacer les réserves blindées. Beaucoup pensent encore que le véritable assaut n'a pas commencé. Le pas de Calais reste dans leur esprit le point décisif. Cette hésitation coûte cher. Chaque heure gagnée par les Alliés est une victoire silencieuse du renseignement. Les têtes de pont se consolident, les hommes et le matériel affluent. Lorsque l'état-major allemand commence enfin à comprendre l'ampleur de l'opération en Normandie, il est trop tard pour une contre-attaque décisive. Le mensonge a ouvert la voie, non pas en supprimant les défenses ennemies, mais en paralysant leur volonté d'agir au bon moment. Dans l'ombre des plages ensanglantées, le renseignement a rempli sa mission. Il n'a pas gagné la guerre à lui seul, mais il a façonné le champ de bataille avant que le premier soldat ne pose le pied sur le sable. Et alors que les Alliés avancent lentement à l'intérieur des terres, une autre certitude s'impose à Londres comme à Washington. Ce succès invisible devra rester secret. Le public verra les plages, les combats, les héros. Il ne saura pas encore que, bien avant le fracas des armes, la victoire a commencé par un mensonge parfaitement cru. En 1944, alors que les armées alliées sont désormais solidement installées sur le sol européen, une autre guerre continue de se dérouler loin des regards. Elle ne laisse ni cratères, ni ruines, mais elle influence chaque mouvement, chaque ordre et chaque hésitation. Cette guerre silencieuse se joue dans les salles étroites de Bletchley Park, dans les centres d'analyse du renseignement allié et sur les bureaux des commandants qui apprennent à décider en sachant plus que l'ennemi, sans jamais révéler comment. À Bletchley Park, l'activité ne ralentit jamais. Les machines tournent jour et nuit. Les équipes de cryptanalystes, de linguistes et de mathématiciens vivent au rythme des messages interceptés. Ultra, le nom de code donné aux renseignements issus du décryptage des communications allemandes,
est devenu un outil central de la conduite de la guerre. En 1944, son importance est telle que certains officiers alliés parlent de combattre avec une carte déjà partiellement révélée, à condition de ne jamais laisser l'adversaire comprendre que son jeu est connu. Les messages décryptés offrent une fenêtre directe sur les intentions allemandes. Les Alliés savent où se déplacent certaines unités, quelles divisions manquent de carburant, quels commandants demandent des renforts qui n'arriveront jamais. Mais cette connaissance est une arme à double tranchant. Chaque action alliée doit être soigneusement justifiée par des moyens visibles, comme la reconnaissance aérienne ou les rapports de résistance, afin de ne pas trahir l'existence d'Ultra. Voir avant de frapper implique parfois de ne pas frapper du tout. Après le débarquement, cette logique influence profondément la bataille de Normandie. Les Alliés lisent les ordres allemands qui tentent d'organiser des contre-attaques locales. Ils connaissent les tensions entre Rommel, favorable à une défense rapprochée des plages, et von Rundstedt, qui souhaite une approche plus flexible. Ces désaccords, révélés par les communications interceptées, permettent aux Alliés d'exploiter les failles du commandement ennemi. Lorsque les Allemands hésitent, les Alliés avancent prudemment, mais avec assurance, conscients que le temps joue en leur faveur. Sur le terrain, les soldats ignorent presque tout de cette guerre invisible. Ils combattent dans le bocage, progressent mètre par mètre, subissent les pertes sans savoir que certaines attaques ont été évitées grâce à des informations venues de milliers de kilomètres. À Londres, les analystes croisent les messages ultra avec les rapports de la résistance française, dont le rôle reste crucial. Les sabotages ferroviaires, les informations sur les mouvements de troupes et les conditions locales complètent les décryptages et donnent une image plus précise de la situation. À l'été 1944, Ultra joue un rôle décisif dans la lutte contre les armes nouvelles allemandes. Les V1 et A2, conçus pour frapper les villes britanniques, représentent une menace psychologique et stratégique. Grâce aux interceptions, les Alliés identifient les sites de lancement et les chaînes logistiques associées. Les bombardements ciblés, présentés officiellement comme le résultat de reconnaissance aérienne, sont en réalité guidés par des renseignements cryptographiques. Chaque site détruit est une victoire invisible, dont le public ne connaîtra l'origine que bien plus tard. Dans l'Atlantique, la guerre des convois est également transformée par Ultra. Les positions des sous-marins allemands sont souvent connues à l'avance. Les routes maritimes sont ajustées, parfois détournées, pour éviter les zones les plus dangereuses. Là encore, la prudence est de mise. Trop de succès trop visibles risquerait d'alerter la Kriegsmarine. Les Alliés acceptent parfois des pertes évitables pour préserver le secret. C'est l'un des dilemmes moraux les plus lourds du renseignement en temps de guerre, une réalité que peu de décideurs aiment évoquer. À mesure que les Alliés progressent vers l'Est après la percée de Normandie, Ultra continue de guider les décisions stratégiques. Les décryptages révèlent l'état réel des forces allemandes, bien différent de l'image officielle entretenue par la propagande nazie. Les pénuries de carburant, le manque de munitions et l'épuisement des unités apparaissent clairement dans les messages. Cette connaissance renforce la confiance alliée, mais impose aussi une responsabilité immense. Mal interpréter un message, surestimer une faiblesse, pourrait conduire à une catastrophe. Le commandement allié apprend ainsi à intégrer le renseignement comme un élément parmi d'autres, jamais comme une vérité absolue. Eisenhower et ses généraux savent que même Ultra peut se tromper ou être incomplet. Les décisions sont prises en combinant l'information secrète, les rapports du terrain et l'intuition des chefs. Cette approche prudente évite les coups d'audace excessifs, mais permet une pression constante sur un ennemi déjà affaibli.
Du côté allemand, l'aveuglement persiste. Les communications continuent d'être chiffrées avec Enigma, malgré les soupçons croissants. Certains officiers évoquent la possibilité de fuite, mais les causes sont recherchées du mauvais côté. On accuse les traîtres, les imprudences, jamais le système lui-même. Cette incapacité à remettre en question les fondements du renseignement allemand condamne toute tentative de réaction efficace. L'ennemi voit, frappe et anticipe, tandis que Berlin avance dans le brouillard. À l'automne 1944, alors que la guerre semble se rapprocher de la frontière allemande, Ultra permet aussi de détecter une concentration inhabituelle de forces dans les Ardennes. Les Alliés perçoivent des signaux inquiétants, mais leur interprétation reste prudente. La contre-offensive allemande de décembre surprend encore par sa violence initiale, montrant les limites du renseignement, même le plus avancé. Pourtant, une fois l'attaque lancée, les décryptages aident à comprendre les objectifs allemands et à organiser la riposte. La surprise ne se transforme pas en désastre stratégique. Ainsi, en 1944, la guerre des décisions invisibles atteint une maturité inédite. Le renseignement ne dicte pas la victoire, mais il réduit l'incertitude. Il transforme la guerre en une succession de choix éclairés, plutôt qu'en une suite de paris aveugles. Chaque message décrypté est une pièce du puzzle, jamais le tableau complet. Mais, ensemble, ces fragments permettent aux Alliés de frapper là où cela compte le plus. Alors que l'année s'achève et que l'Allemagne recule sur presque tous les fronts, une vérité s'impose discrètement aux architectes de la victoire alliée. Sans Ultra, sans cette capacité à voir avant de frapper, la guerre aurait été plus longue, plus coûteuse, peut-être incertaine. Pourtant, ce savoir doit rester enfoui. La victoire approche, mais le secret, lui, doit survivre à la paix. Car tant que l'ennemi ignore comment il a été vaincu, le renseignement conserve sa plus grande arme, le silence. À l'automne 1944, le Reich recule sur tous les fronts, mais il ne s'effondre pas encore. Derrière les lignes allemandes qui se replient, une lutte acharnée se poursuit dans l'ombre. Les armées alliées avancent avec la certitude croissante que la victoire est possible, mais aussi avec la conscience que l'ennemi, acculé, peut se montrer plus dangereux que jamais. Briser la retraite allemande ne consiste pas seulement à gagner des batailles visibles. Il s'agit de désorganiser, de traquer et d'anticiper, grâce à un réseau d'espions, d'écoute et d'analyse qui suivent chaque respiration d'un régime en train de se fissurer. En France libérée, les services de renseignement alliés réorganisent rapidement leur structure. Les réseaux de la résistance, longtemps cantonnés au sabotage et à l'observation, deviennent des sources essentielles pour comprendre les mouvements allemands en repli. Les agents transmettent des informations sur les colonnes qui se déplacent de nuit, les dépôts improvisés, les unités désorientées. Ces rapports, recoupés avec les interceptions radio, offrent une image presque en temps réel d'une armée qui tente de se retirer sans cohérence stratégique. Les interceptions jouent un rôle central dans cette phase. Ultra continue de fournir des renseignements sur les ordres de retraite, les demandes de renfort et les tentatives de réorganisation. Les messages allemands trahissent une nervosité croissante. Les commandants locaux supplient Berlin d'autoriser des replis plus rapides, parfois en contradiction avec les ordres officiels de tenir jusqu'au dernier homme. Cette dissonance est visible dans les communications et permet aux Alliés d'anticiper les points de rupture. Dans les Ardennes, à la fin de 1944, la contre-offensive allemande rappelle brutalement que le Reich n'est pas encore vaincu. Les services de renseignement, surpris par l'ampleur de l'attaque, se rattrapent rapidement. Les écoutes permettent de comprendre que l'offensive repose sur un pari désespéré,
limitée par le manque de carburant et de réserve. Dès que l'élan initial s'essouffle, les Alliés exploitent les informations disponibles pour cibler les axes de ravitaillement et isoler les unités avancées. La retraite allemande qui suit est chaotique, marquée par des abandons de matériel et des unités coupées de leurs arrières. À l'est, l'armée rouge progresse inexorablement vers le cœur de l'Allemagne. Les Alliés occidentaux, bien que moins impliqués dans ce théâtre, surveillent attentivement la situation grâce aux interceptions et aux échanges avec les services soviétiques, limités mais réels. Les informations confirment l'effondrement progressif des capacités allemandes. Les communications deviennent de plus en plus confuses, parfois contradictoires, signe d'un commandement central qui perd le contrôle. Dans le ciel, la supériorité aérienne alliée est renforcée par le renseignement. Les mouvements de troupes repérés par les espions et confirmés par les écoutes sont rapidement ciblés par des attaques aériennes. Les colonnes en retraite sont harcelées, non pas au hasard, mais selon des priorités établies à partir des informations disponibles. Les ponts, les gares, les carrefours clés sont frappés avec une précision croissante. Chaque attaque vise à transformer une retraite ordonnée en fuite désorganisée. À mesure que les Alliés approchent du Rhin, la traque devient plus politique. Les services de renseignement cherchent à identifier les responsables nazis susceptibles de fuir, de se cacher ou de négocier séparément. Les écoutes révèlent des discussions internes sur la survie du régime, sur des plans de repli dans les Alpes, souvent plus fantasmés que réels. Ces informations permettent de comprendre que l'idéologie tient encore, mais que la structure de l'État se délite. En Allemagne même, les bombardements et l'avance ennemie désorganisent les réseaux de communication. Les messages sont parfois envoyés en clair ou avec des procédures de sécurité dégradées. Pour les analystes alliés, c'est un signe supplémentaire de l'effondrement. Chaque erreur allemande est exploitée pour accélérer la fin. Les espions capturent des documents, interrogent des prisonniers, reconstituent des chaînes de commandement qui n'existent parfois plus que sur le papier. Dans les derniers mois de la guerre, la traque vise aussi à éviter des surprises. Les Alliés redoutent des actions désespérées, des destructions massives, voire l'utilisation d'armes nouvelles. Le renseignement cherche à confirmer ou à infirmer ces craintes. Les interceptions montrent un régime obsédé par la survie, mais incapable de coordonner une réponse cohérente. Les ordres de destruction totale, parfois évoqués, se heurtent à la réalité d'une administration en ruine et à la lassitude de nombreux exécutants. À Berlin, le pouvoir se replie sur lui-même. Les communications deviennent sporadiques. Les informations qui parviennent aux Alliés dessinent le portrait d'un centre nerveux paralysé, où les décisions sont retardées, contredites ou ignorées. Cette paralysie est peut-être l'un des plus grands succès du renseignement allié. En suivant, en interceptant et en analysant, les Alliés ne se contentent pas d'observer l'effondrement du Reich. Ils l'accélèrent. Lorsque les forces alliées franchissent le Rhin et pénètrent profondément en Allemagne au début de 1945, la retraite allemande est déjà brisée dans les esprits. Les unités se rendent en masse. Les désertions augmentent. Les communications interceptées témoignent d'une perte totale de confiance dans la victoire. Le renseignement capte ces signaux faibles et confirme ce que les soldats voient sur le terrain. La guerre touche à sa fin. Pourtant, jusqu'au dernier jour, la vigilance reste absolue. Chaque message, chaque rumeur est analysée. Le renseignement, qui a accompagné l'avance alliée depuis les plages normandes, reste un guide indispensable dans ce paysage de ruines et d'incertitudes. Briser la retraite allemande n'a pas été seulement une affaire de force militaire. Cela a été une chasse méthodique, menée dans l'ombre, où voir, comprendre et anticiper ont souvent compté autant que tirer.
Alors que le Reich s'effondre définitivement, une leçon s'impose à ceux qui ont suivi cette guerre invisible. La victoire ne se mesure pas seulement en kilomètres conquis ou en villes libérées. Elle se mesure aussi à la capacité de priver l'ennemi de toute illusion de contrôle. Et dans cette guerre de l'ombre, les espions, les écoutes et les traques secrètes ont transformé une retraite en défaite totale, ouvrant la voie aux derniers actes d'un conflit qui touche enfin à son terme. Au début de 1945, la victoire alliée paraît désormais inévitable, mais elle n'a rien d'un triomphe éclatant. L'Europe est un champ de ruines, les populations sont épuisées, et les armées avancent dans un silence lourd de pertes accumulées. Derrière les lignes de front, le renseignement continue pourtant d'agir, non plus pour tromper ou désorganiser, mais pour raccourcir la fin, éviter l'irréparable et préparer un monde qui n'existe pas encore. Cette victoire-là ne défile pas sur les boulevards. Elle s'obtient dans des bureaux obscurs, à travers des décisions prises à temps. En janvier 1945, les services de renseignement alliés concentrent leurs efforts sur une question centrale. Comment terminer la guerre le plus vite possible sans provoquer un chaos incontrôlable? Les interceptions montrent un Reich fragmenté, où les ordres venant de Berlin se heurtent à la réalité du terrain. Des commandants locaux cherchent à sauver leurs hommes, parfois en désobéissant ouvertement. Les Alliés savent désormais que l'ennemi n'est plus un bloc monolithique. Cette compréhension fine influence les opérations. Plutôt que de pousser aveuglément, on isole, on encercle, on coupe les voies de retraite. Les décryptages continuent de révéler l'état réel des forces allemandes. Les pénuries de carburant sont critiques. Les unités mécanisées ne peuvent plus manœuvrer. Les communications évoquent des divisions fantômes, des effectifs largement théoriques. Cette connaissance permet d'éviter des combats inutiles. Là où une résistance fanatique est probable, les Alliés se préparent à frapper fort. Là où l'effondrement est imminent, ils avancent prudemment, offrant parfois la possibilité d'une reddition. Le renseignement devient un outil de gestion de la fin de guerre, aussi essentiel que les blindés ou l'artillerie. Dans les airs, les bombardements stratégiques sont de plus en plus guidés par des objectifs précis. Les services de renseignement cherchent à frapper ce qui reste de la capacité militaire allemande, sans anéantir inutilement des villes déjà meurtries. Les informations issues des écoutes et des reconnaissances permettent de distinguer les cibles réellement opérationnelles des installations abandonnées. Cette approche n'efface pas les destructions massives de la guerre aérienne, mais elle marque une évolution. La fin du conflit impose une réflexion nouvelle sur la manière de frapper. Sur le plan politique, le renseignement joue un rôle discret, mais décisif. Les Alliés surveillent attentivement les tentatives de négociations séparées, notamment en Italie et dans certaines régions d'Europe centrale. Les communications interceptées révèlent des initiatives individuelles, parfois motivées par la peur, parfois par l'opportunisme. Les gouvernements alliés refusent toute paix partielle, conscients qu'elle pourrait prolonger la guerre ou semer les germes de futurs conflits. Là encore, le renseignement permet de voir venir ces manœuvres et de les neutraliser avant qu'elles ne prennent forme. À mesure que les forces alliées pénètrent plus profondément en Allemagne, la question des crimes nazis devient impossible à ignorer. Les rapports des agents et des unités avancées confirment l'existence de camps, de déportations et de massacres à grande échelle. Le renseignement compile ces informations, parfois avec stupeur, parfois avec une lucidité glaciale. Ces données ne servent pas seulement à documenter l'horreur. Elles influencent aussi les priorités militaires, en accélérant la libération de certaines zones et en préparant les futures poursuites judiciaires.
La chute de Berlin se profile, mais même à ce stade, le renseignement ne cesse pas d'agir. Les écoutes montrent un pouvoir nazi replié dans le déni et l'illusion. Les ordres de résistance totale circulent encore, mais ils sont de moins en moins suivis. Les Alliés comprennent que la guerre est gagnée, mais qu'elle peut encore tuer inutilement. Cette certitude renforce la prudence. Chaque avancée est calculée pour éviter les pièges de dernière minute, les destructions gratuites, les sacrifices sans objectif. Lorsque l'Allemagne capitule en mai 1945, il n'y a pas de sentiment de victoire simple pour ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Le renseignement a contribué à la fin du conflit, mais il a aussi laissé derrière lui un héritage lourd. Des secrets doivent être conservés. Ultra, en particulier, reste classifié. Les Alliés savent que révéler l'étendue de leurs capacités compromettrait leur sécurité future. La victoire impose le silence à ceux qui ont le plus vu. Dans les semaines qui suivent, les services de renseignement se réorientent déjà. Les anciens ennemis deviennent des sources potentielles. Les documents allemands sont analysés, les scientifiques interrogés, les réseaux démantelés ou récupérés. La guerre est finie, mais une autre commence à se dessiner. Le renseignement, forgé dans l'urgence et la clandestinité, devient un instrument permanent des relations internationales. Ce que le renseignement a vraiment changé avant la fin de la guerre dépasse la simple addition de victoires tactiques. Il a modifié la manière de penser le conflit. Il a montré que comprendre l'ennemi, ses peurs, ses faiblesses et ses illusions pouvait sauver des vies et raccourcir les combats. Il a aussi révélé les dilemmes moraux d'une guerre menée avec des informations imparfaites mais décisives. Il n'y a pas eu de parade pour cette victoire invisible. Pas de médaille pour les opérateurs d'écoute qui ont veillé des nuits entières, ni pour les analystes qui ont pesé chaque mot intercepté. Pourtant, sans eux, la guerre aurait été plus longue, plus sanglante, plus incertaine. En 1945, alors que l'Europe tente de se relever, une vérité discrète s'impose à ceux qui savent. La guerre n'a pas été gagnée uniquement par la force des armes, mais par la capacité à voir clair dans le chaos, jusqu'au dernier jour.